Et messieurs, pendant que nous débattons, nous conscientisons, et on finit par comprendre que le message que vous diffusez sur la plupart de nos plateaux ne passe pas inaperçu, ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds, puisque les Africains, notamment ceux de la diaspora, s'approprient de plus en plus le message que vous passez. Alors je vous laisse un court extrait ici d'une manifestation à Luxembourg, organisée donc par une ONG panafricaine, qui dernièrement s'était aussi exprimée sur la question du président Obiang Mbazogo depuis le coup d'État manqué en Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, ils s'en prennent un peu à cette justice à deux vitesses, notamment les accusations de biens mal acquis à l'endroit du vice-président de la Guinée équatoriale. C'est avant tout, en tant qu'Africains, manifester notre indignation quant à la politique France-Afrique. Et justement, nous sommes d'autant plus qu'indignés dans cette affaire de soi-disant biens mal acquis, que la France a monté de toutes pièces pour salir l'image du vice-président équato-guinéen, M. Théodore Nguema Miang. Nous sommes ici pour partager notre colère, pour exprimer cela. Un chef d'État ou un vice-président d'un État souverain comme la Guinée équatoriale ne peut être accusé par la France du bien mal acquis. J'en viens au fait. On est là juste pour parler de bien mal acquis. Bien mal acquis, ça n'existe pas. Les gens ont écouté le message, ils sont venus nombreux de la France. Moi-même, je viens de la France et franchement, nous ne font que le féliciter pour ce rassemblement, pour cet événement qu'il a organisé ici. Et surtout, comme nous sommes des panafricains, ce que Théodore Nguema Obiang fait pour son pays, ce n'est pas de la blague, surtout pour la jeunesse. Et c'est quand même malheureux si aujourd'hui la France se retourne contre lui. Il n'est pas le premier, on a l'habitude. Nos parents sont passés par là, comme Jean-Bédel Bokassa, il est passé par là. Il y a Sassou Nguesso qui passe aussi par là. Donc cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Hein. Ben moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un rassemblement qui fait du bien à la communauté africaine et la diaspora, parce que voilà, c'est rare de voir ce genre d'événement. Et c'est aussi un soutien à M. Théodore, voilà, en espérant que ça va se perpétuer, continuer. Et, voilà, je suis très, très, très fier d'être ici. Je voulais ajouter encore une seule phrase, c'est l'Afrique qui gagne. Le grand soutien de notre frère qui veut rassembler toute la diaspora concernant le problème de Théodore Obiang Nguema, qui, on le sait très bien qu'il y a des forces maléfiques qui veulent chercher à pouvoir contrecarrer tous les plans de l'Afrique. Nous avons organisé ce mouvement pour soutenir le vice-président de la Guinée équatoriale, M. Théodore Nguema Obiang Mang, juste pour dire non à l'ingérence de la France, pour dire non à l'injustice, à l'inculpation abusive et dire non à la France-Afrique.
Ce que nous attendons après cet événement, c'est que nous avons prévu aller à Paris pour faire un sitting au niveau du tribunal de Paris, pour dénoncer et dire non à cette injustice envers le vice-président de la Guinée équatoriale. Nous avons prévu aussi aller à l'Aïe pour aussi dénoncer ça. Très bien. Merci donc à ces Africains qui comprennent de plus en plus des questions de souveraineté qui sont très importantes, en tout cas va-t-on dire ainsi. Et justement, on me fait savoir qu'au bout du fil, nous avons M. Edem Aguiar qui est l'un des organisateurs de cette manifestation. Edem, bonsoir. Vous nous appelez donc depuis le Luxembourg. Alors, en un ou deux mots, que pouvez-vous nous dire sur ce soutien, en tout cas au vice-président de la Guinée équatoriale? Oui, bonjour, M. Bajir. Et bonjour à tous les téléspectateurs de la panéliste. Je m'appelle M. Aguiar Edem. Je suis le président fondateur de MPCEA et l'organisateur de ce rassemblement de soutien pour le vice-président de la Guinée équatoriale. Alors justement, que pouvez-vous nous dire sur cette manifestation? Oui, nous voulons tout simplement dire non à l'inculpation abusive du vice-président de la Guinée équatoriale. C'est très important parce que on ne peut pas accuser un chef d'État ou un vice-président de bien mal acquis. Nous voulons dire aussi par là, le mouvement panafricain, ce qu'on a ici au Luxembourg, l'objectif final c'est que quoi? Qu'on essaie de promouvoir la jeunesse africaine sur une conscientisation de la valeur de notre cher continent l'Afrique. À ce que, à la fin, nos frères et sœurs ne meurent plus sur l'eau, la mer, soit disant qu'ils viennent ici. Ça veut dire que si nos chefs d'État travaillent bien pour nos pays, pour nos États en Afrique, nos frères africains vont moins chercher à s'immigrer en Europe. Et ça, c'est notre objectif final de ce mouvement. C'est ce mouvement qui est créé ici au Luxembourg. Vous voyez? Donc, nous luttons effectivement, et je profite en même temps de cette occasion pour saluer le président Obiang Nguema et pour le dialogue national qu'il a organisé la dernière fois dans son pays. Et on salue vraiment cela. Et sachez que l'Afrique tout entière a besoin vraiment d'échanger et d'idées pour avancer vraiment. Et c'est seulement ensemble qu'on peut réussir une Afrique meilleure et prospère. Allez, merci Franchement, à vous. M. Bachir, Oui. j'aimerais aussi dire bonjour et salut à tout le monde qui suit l'émission et tous les frères qui sont sur le plateau. Très bien. Et je lance aussi un appel urgent à tous les ressortissants africains pour se joindre au panafricanisme afin de porter à réalisation la libération parfaite de notre mère Afrique pour un développement réel et prospère. C'est vraiment, et on lance aussi, on lance un grand salut aussi pour tous les chefs d'État africains qui sont les panafricains. Allez, merci et donc, Edem. Pour l'Afrique meilleure et prospère. Surtout M. Obiang Nguema, Idriss Déby et Ibeka. Très bien. Merci en tout cas, M. Edem, pour ce coup de fil, pour nous donner bien des précisions. Je vais me tourner vers vous, Dr Tchakounté. L'Afrique, ou plutôt sa diaspora, qui de plus en plus, il faut rappeler, c'est vrai que M. Ndom nous le dit souvent, la lutte panafricaniste, elle ne commence pas ici. Et la diaspora s'était déjà appropriée de cela depuis déjà plus d'un siècle. Et aujourd'hui, quand on revoit ces jeunes Africains, qui s'alignent et du coup qui comprennent un certain nombre de messages comme cela. Oui, c'est une très bonne chose que l'Afrique se réveille, parce que le réveil, il faut le faire et très vite. J'essaie de passer un message tout à l'heure en disant que avec l'appauvrissement de l'Occident, ils ont essayé par l'endettement de continuer à avoir le même niveau de vie. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, l'endettement, ils ont atteint le plafond, ils ne peuvent plus continuer. Les États-Unis, je crois que c'est plus de 100% d'endettement. C'est-à-dire l'endettement sur le produit intérieur brut, qui est la richesse. La France, c'est 100%.
L'Italie, c'est 130%. La Grèce, c'est 170%. Et quand le problème a commencé en Grèce, c'était 140%. Aujourd'hui, on est passé à 170%. Il n'y a que l'Allemagne qui est à 81%, donc qui a encore une marge. Donc, moi, j'ai une crainte quand j'exprime cela, puisque cette tendance va se poursuivre, et je l'ai démontré, tous les chiffres le montrent d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer au cours des 3 prochaines décennies, puisqu'ils n'ont plus le levier de l'endettement? L'autre levier, ça risque d'être de se dire, bon, allons prendre le contrôle du continent africain, puisqu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'on découvre un gisement en Afrique. Uranium, pétrole, diamants, mais ainsi de suite. Mais alors, avec quoi allons-nous dissuader les gens de nous attaquer? Le problème, il est là. Parce que, je disais un document de stratégie l'autre jour qui disait une chose grave, qu'il n'y a pas un seul pays africain qui dispose d'un système de défense anti-aérienne performant. Il n'y a pas un seul pays africain. Ça veut dire que quoi? Il y a des choses qu'on ne doit même pas dire en public, mais il faut le dire aussi pour que les gens se réveillent. Ça veut dire quoi? Le document disait aussi n'importe quel pays occidental peut déstabiliser n'importe quel pays africain en une journée sans envoyer les troupes au sol, rien qu'avec un avion de combat. Vous envoyez un avion de combat au Cameroun, par exemple, il casse 3 ponts, le Cameroun est à genoux. Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on dissuade les gens de pouvoir nous attaquer. C'est-à-dire qu'ils sachent que s'ils nous attaquent, il y aura une réplique. Donc, je suis content que les jeunesses s'approprient ce combat, parce que ce combat, pour moi, il est critique. Les 3 prochaines décennies qui arrivent risquent d'être critiques pour l'Afrique. Parce que les autres, n'ayant plus un autre levier, ça peut être de se dire, écoutez, on reprend le continent africain. Parce qu'on n'a rien pour les dissuader. Regardez, tous les continents ont la bombe atomique, mais pas l'Afrique. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de nous dire que les autres nous aiment beaucoup, on est des amis, mais il n'y a pas d'amis. Donc nous devons être capables. Je voulais soulever ce problème de l'Iran. L'Iran fait ses missiles, fait ses avions de combat. Je suis presque sûr que l'avion iranien ne vaut pas grand-chose pour l'instant. Il ne vaut pas, par exemple, le MiG-29 soviétique ou le Sukhoi 27. Il ne vaut pas le F-15 Eagle américain ou je ne parle pas du F-22 Raptor ou de F-35 Joint Strike Fighter. Mais ils ont commencé. On dit à force de forger, on devient forgeron. C'est sûr que le deuxième avion qu'ils vont faire derrière sera amélioré. Il n'y a pas un seul pays africain qui soit en train de construire des armes. Ce n'est pas normal. On est le seul continent, à part l'Afrique du Sud, qui fait, excusez-moi, un petit bricolage. Et il y a un penseur qui a dit il suffit que les pays africains se mettent ensemble. Chacun débloque 10% de son budget de défense. On le met ensemble. On sera en mesure de fabriquer des armes pour nous défendre. Nous sommes un continent extrêmement riche. Vous savez tous que la richesse attire les convoitises. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour protéger nos richesses? Donc, on a un vrai problème. Donc, je suis content que la jeunesse s'approprie. Je suis content, mais il faut qu'on avance plus vite que ça. Plus vite que ça. Merci, docteur Tchakounte. Le dernier mot sur cet autre sujet. Tayou Kamge, je m'adresse à vous, justement. Il faut, comment dire, comme le disait docteur Tchakounte, empêcher les autres de prendre le contrôle définitif du continent. Les jeunes Africains essayent avec les moyens qu'ils ont, les moyens des bords, comme on dit, et ils prévoient, notamment en ce qui concerne cette justice contre le vice-président de la Guinée équatoriale. Il prévoit d'autres sittings à Paris et à La Haye. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour, pourquoi pas, améliorer ou aller vite, comme le disait docteur Tchakounte? En fait, pour aller vite et pour aller bien, n'est-ce pas, il faut développer non pas une philosophie, j'allais dire, de l'action immédiate, mais sans une théorie politique de l'action. Parce que très souvent, nous utilisons de l'émotion et c'est ce qui laisse croire que nous sommes purement émotifs, comme disait Senghor, alors que nous sommes aussi rationnels. La rationalité viendrait du fait que notre action politique repose sur une théorie, sur une théorie politique. Il ne peut pas avoir de mouvement de libération sans théorie ni philosophie politique de l'action. Quand je le dis, j'ai rien dit. Mais c'est pour dire simplement que jusqu'à présent, nous échouons systématiquement. Les mouvements panafricains, malheureusement c'est vrai, je ne suis pas, mais je suis kémite. Les mouvements panafricains échouent simplement parce que
elle repose très globalement sur l'émotion et que en son temps, au moment où le panafricanisme a été mis sur pied, il n'a pas eu le temps de développer un corpus, n'est-ce pas, qui ferait que, une fois au pouvoir, nous aurons des moyens, une fois au pouvoir, nous serons en capacité de pouvoir gérer le pouvoir. Comment il s'appelle, le président du Ghana, une fois arrivé au pouvoir, il a bien voulu, n'est-ce pas, revenir sur le problème du cacao. Malheureusement, il n'avait pas de théorie économique. Il a voulu faire un certain nombre de choses. Il n'avait pas de théorie ni politique, ni d'organisation sociale. La preuve, c'est que nous voyons bien que sur le terrain politique, nous butons parce que nous n'avons pas de théorie politique à partir de laquelle nous pouvons nous organiser. Donc, la grande difficulté, parce que je sais que c'était juste un sujet de passage d'entrée, la grande difficulté que nous avons, c'est que nos actions ne reposent pas sur une théorie politique qui ferait qu'une fois au pouvoir, nous soyons en capacité de le faire. Et ça, c'est ça également... ça également repose sur le fait que nous n'avons pas un système éducatif qui nous permette de comprendre l'environnement politique et culturel dans lequel nous sommes. Et il faut dire que l'école elle-même, dans laquelle nous allons, n'est pas aussi l'expression d'une théorie de la connaissance. Cette analyse, donc, Monsieur Tayou Kambié, voilà. Messieurs, on va prendre...